Pour moi, qui est Clint Eastwood? C'est une légende. C'est mon père. Pour moi, ce sera toujours et avant tout mon père. It's a hell of a thing, killing a man. You take away all he's got and all he's ever gonna have. C'est presque de la magie. C'est difficile à expliquer. On ne se souviendra pas de Clint pour une œuvre en particulier, mais pour un grand nombre de films. Get off my lawn. C'est très impressionnant. Go ahead. Make my day. La carrière de Clint Eastwood s'étend sur plus de 60 ans. Acteur, réalisateur, producteur et compositeur, il a joué dans plus de 70 films et en a réalisé une quarantaine pour le grand et le petit écran. Sa contribution et son influence sur le 7e art et plus largement sur la culture populaire est difficile à mesurer. Avec 11 nominations aux Oscars et 4 victoires, sans compter de nombreuses autres distinctions, du Kennedy Center Honors à l'Ordre du Soleil Levant au Japon, il est devenu un monstre sacré du cinéma. Il a réalisé plus de films que la plupart des cinéastes les plus célèbres. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aussi l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Souvent perçu comme un homme stoïque et réservé, Clint Eastwood a aussi un côté plus chaleureux que peu de gens ont l'occasion de voir. À la fin du tournage, Clint m'a pris à part et m'a serré très fort dans ses bras. Il aurait pu me taper dans le dos ou me serrer la main, mais il m'a enlacé. Et il m'a dit « T'étais fait pour ce rôle. J'aurais pas pu faire ce film sans toi. » Il n'a jamais voulu faire partie de la machine hollywoodienne. Sa vie et sa carrière prolifique ont même plutôt tendance à révéler un certain mépris pour ce milieu. Si les gens des studios cherchaient à s'immiscer dans son travail, il leur répliquait « Vous voyez cette porte? C'est la sortie, dehors. » Il n'a jamais été tendre avec eux, mais il pouvait se le permettre parce que ses films rapportaient de l'argent. Constamment tiraillé entre sa passion pour son art et les contraintes liées à l'industrie du cinéma, Clint Eastwood fait figure de loup solitaire. Et il l'a payé au prix fort, autant qu'il en a récolté les fruits. Il est à la fois à l'intérieur et en dehors du système. Ce n'est pas une star typique d'Hollywood. Il a délibérément choisi de s'éloigner de l'agitation qui règne à Los Angeles. Clint Eastwood naît le 31 mai 1930 à San Francisco, au milieu de la Grande Dépression, la plus grande crise économique de l'histoire américaine. Sa famille a un mode de vie nomade. Elle déménage en fonction des opportunités professionnelles. Et assez naturellement, le thème de l'errance apparaîtra plus tard dans ses films. Au gré des histoires et au fil des décennies, ces films racontent presque à chaque fois des voyages existentiels. Ce n'est pas un hasard. Il renvoie à son enfance caractérisée par l'absence de stabilité et le changement permanent. En 1951, Clint Eastwood est mobilisé dans l'armée. Pendant 2 ans, il est professeur de natation au camp militaire de Fort Ord, en Californie. C'est à cette période qu'il rencontre Maggie Johnson. Il se marie en 1953, quand il est démobilisé. Il commence les cours de théâtre et se retrouve rapidement sur les plateaux de cinéma. Il tient des petits rôles dans des films d'Universal Pictures, comme Tarantula. Son personnage n'avait ni nom ni consistance, c'était juste un pilote. Ensuite, il a été engagé dans La Revanche de la créature. Ils avaient besoin d'un homme qui ne paniquerait pas avec une souris dans la poche de sa blouse. Dans le film, il a déjà ce fameux regard qui a fait son succès. Surprise, la souris était dans sa poche et ça s'arrête là. Au départ, il avait un contrat avec Universal, mais les gens du studio trouvaient qu'il avait un air trop sévère, qu'il n'était pas fait pour ce métier. Et ils l'ont viré. Il allait bientôt avoir 30 ans. Le temps filait à toute vitesse et il ne se passait rien. En 1958, il décide d'auditionner pour une nouvelle série télévisée. Il s'agit d'un western produit par CBS.
Rawhide est arrivé à un moment de la carrière de Clint Eastwood où il avait déjà essuyé pas mal d'échecs à Hollywood. Ce n'était pas un rôle très bavard. Savoir plisser les yeux était un plus. Alors tout à coup, le genre d'attitude qu'on lui avait reproché jusque-là est devenu un atout. Les deux producteurs se sont demandé « Mais c'est qui ce type ? Il est grand, il est jeune, il a l'air d'un dur, on dirait un vrai cow-boy. » Et l'un d'eux s'est rendu compte qu'il était là pour passer une audition. On n'a qu'à lui donner le rôle. Le 9 janvier 1959, Rawhide est diffusé pour la première fois sur CBS. Yeah, that's me, Ramrod of this outfit, Rowdy Yates. En à peine 3 semaines, la série est devenue incontournable. Et brusquement, tout le monde savait qui était Clint Eastwood. Une sorte d'aura mystique s'est développée autour de Rowdy Yates, surtout parmi les jeunes. Pour eux, Clint était un acteur ténébreux, genre acteur studio. Mais il n'était pas du tout comme ça. Il avait l'air mystérieux parce qu'il n'avait pas de texte. Clint Eastwood se lasse vite d'interpréter ses personnages sans consistance. Il commence à s'intéresser à ce qui se passe derrière la caméra. Quand les autres acteurs retournaient dans leur loge, il devait rester sur le plateau pour observer comment on faisait un film. Toutes les étapes du processus l'intéressaient. Quand le directeur de la photographie préparait un plan, il lui demandait « Pourquoi tu fais ça comme ça ?» Il était très curieux et il a accumulé des connaissances qui lui ont permis de développer ensuite tout son talent. C'était une véritable éponge. Il voulait absorber un maximum d'informations sur la réalisation. Dans le milieu, on sait que ses claps font très peu de bruit. Et j'ai gardé ça de lui. À l'époque où il jouait dans les westerns pour la télévision, quand il tournait une scène avec des cow-boys, on frappait le clap très fort, et les chevaux, effrayés, se mettaient à s'emballer ou à ruer. Il s'est dit que si ce bruit mettait les chevaux dans un tel état, ça ne devait pas non plus être bon pour les acteurs. C'est une leçon très simple, mais à mon avis très représentative de l'environnement de travail qu'il cherche à créer. Il harcelait les producteurs pour qu'ils le laissent réaliser. Il était persuadé de pouvoir faire quelque chose d'original. Il se ferait remarquer et on lui proposerait des projets. Mais ils ont vite anéanti ses espoirs. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ça l'a profondément marqué, il ne l'a jamais oublié. Ce sentiment d'humiliation ne l'a plus quitté. Et il s'est juré qu'un jour, il prendrait sa revanche sur Hollywood. I've had my fill. I think I'll try something else. À la même époque, le western devient un genre populaire en Europe. Sergio Leone, un jeune réalisateur, a vu Clint Eastwood dans un épisode de Rawhide. Et il décide de lui envoyer le scénario du film qui deviendra pour une poignée de dollars. Clint Eastwood a toujours dit qu'il ne fallait pas réfléchir trop longtemps à une proposition, qu'on devait suivre son instinct. Et cette attitude lui a valu pas mal de critiques. Pourtant, il ne s'était pas trompé, puisque c'est grâce à ses westerns qu'il a gagné sa popularité. Son personnage n'est jamais nommé. C'est l'étranger, l'homme sans nom. Il fume le cigare, il plisse les yeux, il porte toujours un chapeau bien enfoncé sur son crâne. Et il tire sur tout ce qui bouge. C'est devenu un personnage emblématique. Après avoir fait cavalier seul en dehors de la sphère d'Hollywood, Clint Eastwood remporte un succès fulgurant en Italie et dans toute l'Europe grâce à ce western. Sergio Leone le rappelle pour les 2 autres volets de ce qui deviendra la trilogie du dollar, avec « Et pour quelques dollars de plus » et Le bon, la brute et le truand. Ces 3 longs métrages ont fait de lui une superstar grâce à une stratégie révolutionnaire. Une fois les 3 films terminés, United Artists les a sortis aux États-Unis la même année. Le public a adoré Clint Eastwood. Il en redemandait. Le succès de la trilogie a été phénoménal dans le monde entier. Ces western spaghetti, comme on les désignera plus tard, ont influencé des générations de réalisateurs. Quentin Tarantino évoque la naissance du genre dans Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019. Going to Rome to star in movies does not sound like the fate worse than death that you seem to think it is. Come on now, you ever seen an Italian Western, huh? L'indépendance d'esprit de l'acteur finit par payer. Hollywood se précipite pour l'engager dans des grosses productions aux côtés de plus grandes stars. Mais les budgets faramineux et l'ingérence des studios ne tardent pas à le frustrer. Le tournage de Quand les aigles attaquent avec Richard Burton prend du retard. Et Clint Eastwood rate la naissance de son premier fils, Kyle.
J'ai compris très jeune qu'il avait un travail différent de la plupart des parents de mes amis. J'ai grandi sur les plateaux de cinéma. Je le regardais tourner ses films ou je l'accompagnais en salle de montage. Mais c'était avant tout mon père. J'attendais qu'il rentre du travail, comme tous les gamins. Avec les revenus des western spaghetti, Clint Eastwood achète un vaste terrain près de Carmel by the Sea, une petite ville idyllique de Californie. Pour échapper à l'ingérence d'Hollywood et contrôler sa carrière, il fonde la société de production Malpaso, du nom d'un ruisseau côtier qui traverse ses terres. Il voulait avoir sa propre société de production pour pouvoir faire les films qu'il avait envie de réaliser et interpréter les rôles qu'il avait envie de jouer. Ensuite, il les apporterait au studio qui se chargerait de les distribuer. En 1971, Don Siegel, un vétéran du cinéma, dirige l'acteur dans le très controversé Inspecteur Harry. Il était fait pour jouer un tueur implacable. Alors quand l'inspecteur Harry est sorti, le public a été captivé par ce personnage de policier sans pitié. Ce film violent suscite l'indignation des féministes et des défenseurs des droits des victimes. Mais il contient aussi certaines des scènes les plus mythiques de la carrière de Clint Eastwood en tant qu'acteur. Le méchant est blessé. Son flingue est à 1 mètre de lui. Il le regarde, Clint le regarde. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? C'est une réplique culte. Il y a tout Clint Eastwood dans cette phrase. C'est fou, mais malgré son immense talent et les nombreux chefs-d'œuvre qu'il a réalisés, on en revient toujours à l'inspecteur Harry. He was a guy who just fought the system, fought the bureaucracies of today, and people like that. Clint a donné vie à ce personnage légendaire et même plus que ça. Avec ce flic rebelle qui n'en faisait qu'à sa tête, il a aussi changé la vision qu'on avait de l'autorité dans les années 70. Et assez ironiquement, il a pris le même genre de tournant dans sa vie personnelle. Clint Eastwood est désormais une star, mais c'est la réalisation qui l'intéresse. Et il n'est pas certain qu'Hollywood se pliera à ses règles. Il a eu besoin d'élargir ses horizons. Être acteur ne lui suffisait plus. L'industrie du cinéma ne fonctionne pas comme ça. Rares sont les acteurs qui passent à la réalisation. Il voulait passer derrière la caméra, il y pensait depuis longtemps. L'une de ses amies lui a fait parvenir un scénario qu'elle avait écrit. Clint l'a aimé et il en a acquis les droits d'adaptation. Universal finit par accepter de laisser Clint Eastwood réaliser un film au budget modeste, à condition qu'il joue dedans et ne soit pas rémunéré pour la mise en scène. Il a accepté, c'était son premier film. Il devait faire ses preuves. Dans Un frisson dans la nuit, Jessica Walter développe une obsession meurtrière pour Clint Eastwood, qui interprète un animateur radio. Caramel, Dave Garver. Hello? Play Misty for me. Il avait décidé de tourner Un frisson dans la nuit à Carmel et à Monterey, dans la région où j'ai grandi et où on vivait à l'époque. Ce film prouve que c'est un excellent réalisateur, doté d'un grand talent pour raconter une histoire. Il a rencontré une femme qu'il ne fallait pas rejeter. Jessica Walter est terrifiante dans ce rôle. Are you trying to say you don't love me anymore? I never told you that I loved you. C'était du pur Clint Eastwood, magistral. Il s'est contenté de raconter l'histoire. En tant que réalisateur, il ne se met jamais en avant. Il est au service du récit. Il a bouclé le tournage en avance et sans avoir dépensé la totalité du budget. Malgré une sortie discrète, Un frisson dans la nuit conquiert un large public. C'est même une source d'inspiration majeure pour le plus gros succès du box-office de l'année 1987, Liaison fatale. Avec ce film, Clint Eastwood s'est fait un nom à Hollywood. Il est devenu l'homme qui sait tout faire et qui réussit haut la main. En 72, Clint Eastwood devient père d'une petite fille, Allison, et il est animé d'une toute nouvelle confiance dans ses multiples talents. Il commence à se construire une filmographie impressionnante en tant qu'acteur et réalisateur. Il sort jusqu'à 3 films par an, et avec Josie Wales hors-la-loi, en 1976, le cinéaste ébranle les fondations de la charte hollywoodienne. Il contraint l'industrie du cinéma à établir de nouvelles règles sur les droits et les devoirs des acteurs sur un plateau de tournage.
Philip Kaufman, qui a eu plus tard une carrière de réalisateur respectable, avait été chargé de la mise en scène, mais il était trop lent et trop pointilleux. D'après mes discussions avec Clint et d'autres, je crois que Philip Kaufman ne savait pas déléguer. Il supervisait les moindres détails, et Clint Eastwood déteste cette manière de travailler. La tension est à son comble lors du tournage de l'une des scènes centrales du film, très visuelle. Le soleil se couche et les minutes sont comptées. Alors Clint Eastwood ignore les directives du réalisateur et prend en charge la mise en scène. Peu après, Kaufman est renvoyé. De l'extérieur, ça donne l'impression qu'il a viré le réalisateur pour prendre sa place, une fois que Kaufman avait fait le gros du boulot. Cet incident a créé la Eastwood Rule, qui interdit à un acteur ou un producteur de prendre la place du réalisateur s'il l'a lui-même renvoyé. Cette règle est toujours en vigueur. La personne qui renvoie le réalisateur pendant le tournage ne peut pas le remplacer. Malgré la polémique, Clint Eastwood termine le film qui remporte un immense succès critique et commercial. Le cinéaste est toujours marié. Mais Josie Wales marque aussi le début d'une longue collaboration doublée d'une liaison avec Sondra Locke, sa partenaire à l'écran. Elle apparaît fréquemment dans les productions de Malpasso, à l'époque où Clint Eastwood teste d'autres styles. En témoigne Doux, dur et dingue, comédie sortie en 1978. God, you're a handsome devil. Il y a une scène très célèbre où Clint se tourne vers l'orang-outan et imite un pistolet avec ses doigts. Les critiques se sont étranglés. Pour eux, on ne pouvait pas tomber plus bas. Mais ça n'avait aucune importance parce que le public a adoré. Le film a très bien marché. Clint Eastwood encaisse les mauvaises critiques sans sourciller. Il prouve que sa tendance à marcher à contre-courant ne fait qu'augmenter son succès. Le film est si populaire qu'il donne lieu à une suite, Ça va cogner. La célébrité et la liaison de Clint Eastwood mettent son mariage à rude épreuve. En 1979, sa femme Maggie et lui se séparent. Ils ne divorceront officiellement que 5 ans plus tard. Heureusement pour lui, sa famille reste un ancrage. Il implique souvent ses enfants dans son travail. Throw your arms around this honky-tonk man. How's that? Damn, boy. You've got this songwriting stuff down. Dans Honky Tonk Man, j'étais son partenaire à l'écran. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque. C'était génial. J'ai pu passer pas mal de temps avec lui cet été-là. On dormait dans la même chambre. En 1983, il réalise et joue dans Le Retour de l'inspecteur Harry, 4e et avant-dernier volet de la série. Clint Eastwood était au sommet de son art. Il serrait plus que jamais la mâchoire. Go ahead. Make my day. Go ahead, make my day. I got that line from Clint Eastwood. En 1986, il fait une incursion en politique. Il se présente aux élections municipales de sa ville qu'il adore, Carmel by the Sea. Il avait des ambitions pour la ville, et quelqu'un lui a conseillé de se présenter aux élections municipales. Il a dû se dire, pourquoi pas? Il est élu très largement et réussit à concilier avec brio ses nouvelles responsabilités avec une carrière prolifique au cinéma. Welcome home from the hospital, Daddy. En 1988, il a réalisé Bird, un film sur Charlie Parker dont c'était le surnom. C'est le premier grand rôle de Forest Whitaker et il est inoubliable dans cette œuvre. Seul un fan absolu de jazz comme Clint Eastwood pouvait donner vie à ce personnage de cette façon. C'était magnifique. Certaines scènes semblent tout droit sorties d'un polar, ce qui a déplu à certains. L'atmosphère était très sombre. Les critiques lui ont reproché d'avoir sous-éclairé le film, mais il n'avait évidemment jamais mis les pieds dans un club de jazz des années 40, contrairement à lui. Charlie Parker n'a jamais tenu compte des frontières entre les différents styles de musique. Et Clint Eastwood s'en est inspiré pour rompre avec les conventions et réaliser un film acclamé pour son interprétation et son authenticité. Bird est un film très important pour nous tous, parce qu'il marque un tournant dans sa filmographie. Mais Bird peine à trouver son public et reste l'une des œuvres les plus sous-estimées du réalisateur. À la fin des années 80, sa carrière s'essouffle et sa vie privée s'étale désormais dans la presse à scandale. En vieillissant, Clint a dû affronter plusieurs épreuves.
Son mariage volait en éclats et la série des inspecteurs Harry commençait à s'émousser. Il avait fini par s'enlacer. En 1990, il entame une séparation douloureuse avec Sondra Locke, qui sera largement médiatisée. Ils mettront des années à trouver un accord. Clint Eastwood a 60 ans et sa carrière prolifique durement acquise stagne depuis une série de films mineurs, rapidement oubliés. Il est temps de redécouvrir l'homme qui a conquis le monde un quart de siècle plus tôt. Il envisage de raconter une histoire qui, à première vue, ne semble pas correspondre aux attentes du public et des producteurs. Clint n'a jamais oublié l'homme sans nom. Au fond, il n'a fait qu'incarner ce même rôle tout au long de sa carrière, à travers une galerie de personnages différents. Alors, en 1992, il décide de revenir au western une dernière fois, mais cette fois-ci, il s'agit d'un film très singulier. Le scénario passait de main en main à Hollywood depuis très longtemps. Clint avait fini par en acheter les droits, mais depuis, il prenait la poussière. Pendant 6 ans, Clint Eastwood conserve jalousement ce script qui sera finalement intitulé « Impitoyable ». Il attendait d'avoir l'âge idéal pour incarner ce tueur repenti et désabusé. C'était encore une fois l'homme sans nom, mais il avait vieilli. Ce film nous raconte ce qui lui est arrivé depuis la dernière fois. C'est l'un des très rares gros westerns de studio qui aborde les conséquences d'un assassinat du point de vue du tueur. Impitoyable est le dernier grand western. Comme le jazz, le western est un art purement américain, et il n'y en a pas tant que ça. Le cinéaste compose également le thème musical du film. Il rejoint ainsi le cercle très fermé des réalisateurs qui sont aussi compositeurs, aux côtés de Charlie Chaplin, David Lynch ou John Carpenter. Avec Impitoyable, Eastwood a bouclé la boucle en quelque sorte, et ça a été un triomphe. Le film a été nominé 9 fois aux Oscars et il a enfin remporté celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Clint Eastwood, Unforgiven. This is pretty good. This is all right, you know. Avant Impitoyable, sa carrière de réalisateur était sur la pente descendante, mais ce film l'a hissé au sommet. I've been very lucky. I heard Al say he was lucky, but everybody feels that way when you're able to make a living in a profession that you really enjoy. Après une telle consécration, la plupart des réalisateurs auraient mis fin à leur carrière. Mais pas lui, au contraire. Il est passé à la vitesse supérieure et s'est mis à travailler encore plus dur. Avec Impitoyable, Clint Eastwood atteint un prestige qui attire les plus grandes stars du 7e art. Sur la route de Madison est l'un des films qui m'ont fait comprendre qu'on ne peut pas ranger Clint Eastwood trop vite dans la case du vieux cow-boy. Il peut aussi être ultra romantique. En tant que producteur et réalisateur, il insiste pour que l'actrice Meryl Streep interprète le rôle principal. Il sera son partenaire à l'écran, un photographe qui surgit dans son univers solitaire. De là naît une passion réciproque qui vient combler un vide dans leur existence et qui sera aussi intense que brève. Même dans une histoire aussi romantique que Sur la route de Madison, il ne finit pas avec Meryl Streep. Clint Eastwood se retrouve seul, comme d'habitude. Et quand on sait à quel point il s'inspire de sa propre vie pour construire ses personnages, on ne peut s'empêcher de supposer que c'est comme ça qu'il se voit. En 2000, Clint Eastwood a 70 ans. Et il n'a pas du tout l'intention de s'éloigner à cheval dans le soleil couchant. Clint a eu l'intelligence d'adapter les films qu'il réalisait à l'âge qu'il avait. Clock's ticking, Bob, and I'm only getting older. Peu de gens à Hollywood sont assez fous pour passer un coup de fil à des amis vieillissants et leur demander « Ça vous dirait de faire un film sur l'espace ?» Tommy Lee Jones, James Garner, Donald Sutherland, ce sont tous de grands acteurs. Et ils se retrouvent à réparer un satellite. Mais contre toute attente, ce film est finalement assez puissant et vraiment très drôle. Il a beaucoup d'autodérision.
et un grand sens de l'humour. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'imaginais comme un homme sérieux et très viril, mais il adore se moquer de lui-même et de la vieillesse. Il avait déjà plus de 70 ans et il continuait d'enchaîner les productions. Les tournages des films de Clint sont des machines bien huilées. Tout est très fluide. Tout le monde est très calme, très concentré. C'est presque de la magie. C'est difficile à expliquer. La scène où on me voit découvrir le corps, je crois que c'est la première prise, ou peut-être même une répétition. Il y a des passages qui sont glaçants, comme celui où Sean Penn apprend cette nouvelle effroyable. Je ne sais pas où Sean Penn est allé chercher toute cette émotion, mais Clint Eastwood a adapté sa séquence pour pouvoir lui laisser cette place. Il en a profité pour incorporer ce mouvement de caméra extraordinaire qui s'envole dans le ciel, et ça rend cette scène totalement inoubliable. J'ai énormément appris sur la réalisation en travaillant avec Clint. Ça m'a vraiment donné l'envie de passer derrière la caméra. Il laisse entrer le réel dans ses films. Il n'essaie pas de manipuler les faits ou de les réécrire. Il cherche seulement le meilleur moyen de raconter l'histoire. Et pour un acteur, c'est une façon de travailler très agréable. Pour la scène du défilé, je n'ai jamais dit à personne à quoi je pensais quand j'ai fait ce geste. Clint n'est pas le genre d'homme à vouloir débattre de ce qui pousse un personnage à agir. Pour lui, c'est au public de se faire sa propre opinion. Sean Penn et Tim Robbins remportent tous les deux un Oscar. Et Clint Eastwood, l'outsider, est à nouveau nominé dans les catégories meilleur film et meilleur réalisateur. Dans Million Dollar Baby, Clint renonce enfin au personnage de dur pour devenir un mentor. Pour la première fois, il joue ce rôle de vieux grincheux. Le personnage d'Hilary Swank offre une nouvelle jeunesse à celui de Clint Eastwood. Et je pense que c'est ce qui s'est aussi passé dans la vraie vie. Son enthousiasme était contagieux. Ça l'a regonflé à bloc. Ça a très bien marché. Il a trouvé un moyen d'assumer son âge avec élégance à l'écran. C'est un film sur une boxeuse et sur l'euthanasie. Si Clint Eastwood ne l'avait pas réalisé, il n'aurait sans doute jamais existé. Qu'est-ce qu'Impitoyable et Million Dollar Baby ont en commun? Rien, à part que ce sont des histoires émouvantes. C'est tout. Aux Oscars, Million Dollar Baby rafle la mise. Hilary Swank remporte celui de la meilleure actrice. Et pour la deuxième fois de sa carrière, Clint Eastwood est récompensé de ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Mystic River ou Million Dollar Baby sont des œuvres profondément émouvantes, percutantes, et elles dénotent une grande sensibilité. Et le plus dingue, c'est que Clint Eastwood a fini par nous habituer à ce niveau d'excellence. Clint Eastwood a passé plusieurs décennies à tutoyer les sommets de l'industrie cinématographique. Il en a même fait trembler les fondations. À présent, il s'apprête à s'aventurer en territoire inconnu. Les films de guerre. Mémoire de nos pères était une super production. Il y avait des bateaux pour le débarquement, des tanks et des mitrailleuses sur la plage. Je crois qu'il y avait 200 figurants pour l'attaque d'Iwo Jima. Et on a tourné dans plein d'endroits différents. Je ne serais pas étonné que ce soit l'une de ses plus grosses productions. Le jour où on a filmé la scène où on plante le drapeau, au sommet d'une montagne en Islande, Clint était censé rejoindre les lieux en hélicoptère. Il était 7 heures du matin, c'était le lever du jour. Tous les acteurs et l'équipe technique ont commencé à grimper. Il voulait que Clint monte en hélico, mais il a dit « Non, non, je vais marcher ». Et il a gravi la pente comme tout le monde. C'est un sacré bonhomme. On ne peut pas faire plus coriace que lui. La grande classe. À mesure qu'il avançait dans la réalisation de Mémoire de nos pères, il s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire. En particulier, le point de vue opposé, celui des soldats japonais. L'être d'Iwo Jima est la réponse de Clint Eastwood aux récits caricaturaux hollywoodiens qui mettent en scène le combat entre le bien et le mal.
Il humanise les soi-disant ennemis de Mémoire de nos pères et rééquilibre le récit. Audacieusement, il associe des acteurs japonais inconnus du public américain et des stars mondiales comme Ken Watanabe. Ces deux projets ont été tournés à la suite comme un diptyque. C'est l'un des plus grands risques que Clint Eastwood ait pris en tant que réalisateur, pour lui et son équipe. Ce film n'aurait pas pu être tourné par quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui qui pouvait le raconter comme ça. Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima sont tous les deux nominés dans plusieurs catégories aux Oscars la même année. Pour le second volet, Clint Eastwood est en lice pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. Eastwood adore les récits de vie, mais il cherche surtout à faire jaillir ce qu'ils ont de plus émouvant. Il veut nous faire vivre un instant précis et déterminant comme si on y était. C'est le cas depuis toujours, depuis L'homme sans nom, L'étranger qui arrive en ville, L'inspecteur Harry. Il a passé une grande partie de sa carrière à donner vie à des personnages de fiction hauts en couleur. Et puis, il s'est naturellement tourné vers des films inspirés de faits réels, ancrés dans la grande histoire, avec des personnages ayant réellement existé. Il s'intéresse surtout aux gens qui ont changé le cours des choses. Ils ont en commun d'avoir réellement existé et d'être considérés comme des héros, et il veut qu'on se souvienne d'eux. This is the captain. Brace for impact. Clint a un faible pour les histoires de véritables héros américains qui ont été sous-estimés. Et je crois que c'est parce qu'il veut donner du crédit aux personnes auxquelles on a fait du tort, mettre en lumière les incompris. Richard Jewell a exactement le profil d'un personnage de Clint Eastwood. C'est un homme qui a fait une bonne action et qui a fini par être attaqué de toutes parts. C'est comme si le monde entier s'était retourné contre lui. Le refus d'être une victime, l'aspiration à être un héros, on reconnaît bien là l'état d'esprit de Clint Eastwood. C'était le réalisateur idéal pour cette histoire. Clint est capable de mettre en valeur ceux qui méritent d'être considérés comme des héros, comme Sully ou comme Richard Jewell. Il veut que ce genre d'histoire soit gravé dans le marbre. Et il offre aux gens la possibilité de continuer de croire aux héros à une époque où la tendance est plutôt à la désillusion et à l'absence d'actes héroïques. Il part de faits réels pour mettre en évidence les leçons qu'on peut en tirer. Pour Clint Eastwood, ce sont eux les véritables modèles. Ce sont des exemples à suivre pour les prochaines générations. Ce sont des héros modernes. Il a demandé aux hommes qui ont déjoué l'attentat terroriste du 15h17 pour Paris de jouer dans le film. Ces mots exacts ont été « Qu'est-ce que vous diriez de rejouer le truc pour nous ?» On n'en revenait pas. Et j'ai demandé « Monsieur Eastwood, juste pour être sûr d'avoir bien compris, vous voulez qu'on joue notre propre rôle dans le film, c'est ça ?» Et il a répondu « Ouais, pourquoi pas ?» Aucun autre réalisateur n'aurait pu prendre un risque aussi grand. Pour être capable d'une telle audace, il faut avoir une sacrée confiance en soi, en son équipe et en ses acteurs. Le premier conseil qu'il m'a donné, c'était pour une scène où j'étais censé préparer un smoothie. Et il m'a dit, tu mets les fruits dans ce truc, tu mixes, tu dis ta réplique, et voilà. J'ai répondu, ok, super, merci pour le tuyau. Il ne donne pas beaucoup d'indications. Ce n'est pas son genre. Une fois que vous avez été choisi et que le tournage a commencé, les dés sont jetés. Il vous fait confiance. Il part du principe que vous serez dans un bon état d'esprit et que tout le monde fera bien son travail. Même quand il n'est pas totalement d'accord avec notre façon de faire, il fait toujours attention à sa manière de parler aux acteurs. Il nous demande comment on s'est senti ou à quoi on pensait pendant la scène. Une fois ou deux, il m'a dit « Plus de peps, donne-nous un peu plus de peps ». Ça m'a fait rire. Je lui ai dit « Ton âge t'a trahi, Clint. Plus personne ne dit ça. » Il a dû se rendre compte qu'il nous intimidait.
Je l'observais, et excusez ma grossièreté, mais je me disais, putain, c'est Clint Eastwood en chair et en os. Il y a des réalisateurs qui tiennent beaucoup au décorum, qui crient très fort « Action !» mais Clint se contente de murmurer « Vas-y ». C'est une expérience vraiment à part. Et il n'y a pas de secret. Pour en arriver là, il faut avoir beaucoup d'assurance. Il fait ce métier depuis très longtemps, et il le maîtrise parfaitement. Il a une longue expérience en tant qu'acteur et réalisateur. Il sait ce qu'il fait. Et quand celui qui est aux commandes est aussi calme et dégage ce genre d'assurance, c'est inestimable. Ça crée une bulle où tout le monde se sent en sécurité et entre de bonnes mains. On sait qu'on va y arriver. Ça ne s'est produit qu'une fois, mais à un moment, j'ai eu un flashback. C'était super bizarre. C'est quand on a rejoué la scène où Mark se vide de son sang sur le sol. Mark! Wait, hey, man. What's your name? Mark. Mark, hey, I'm Spencer, man. Et je lui dis, t'inquiète pas, ça va aller, on est bientôt arrivé. On n'a fait qu'une seule prise, où on répétait inlassablement la même chose. Et puis j'ai entendu la voix de Clint juste au-dessus de moi. Il a dit, c'est bon, ça suffit. J'ai relevé les yeux, et il avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai compris qu'il avait vraiment ressenti ce qui s'était passé. Et il ne le cachait pas. C'était puissant. Le truc, c'est de ressentir l'émotion, mais de se retenir de pleurer. Hey! Why doesn't it make you as angry as it makes me? I am angry. Je mets beaucoup de temps à rassembler mon courage. Et puis tout à coup, je me lance. Je peux vous poser une question? Do you have anything you want to charge me with? À la fin du film, il y a une scène où il est au restaurant avec son avocat. John Hamm entre et lui tend une lettre officielle, celle qui l'informe qu'il a réussi, que le FBI abandonne les poursuites. Clint a vraiment l'art de raconter des histoires. Il a très bien compris que l'émotion dans cette scène devait rester contenue, jusqu'à ce que je lise la lettre qui m'apprend que j'ai été disculpé. C'est quand je reprends mon donut que je réalise enfin. Clint était au bord des larmes. Et puis il m'a dit « Je ne ferai aucun commentaire ». Il s'est éloigné et on ne s'est rien dit pendant 30 ou 45 minutes. Il savait qu'il valait mieux ne pas me déranger. Il fallait me laisser le temps de revenir. Il a une maîtrise parfaite de la technique. Sa manière de travailler fait des miracles à chaque fois. Et ses films sont reconnaissables entre tous. Clint Eastwood s'est toujours servi de ses films pour explorer les vérités complexes qui animent des personnes de tous horizons. Mais en examinant sa carrière en détail, on découvre qu'il se dévoile beaucoup dans chacun de ses longs métrages, sans que le public s'en rende forcément compte. À presque 80 ans, le cinéaste réalise un nouveau film dans lequel il joue également, Gran Torino. Ce drame met en scène un vétéran de la guerre de Corée en colère contre le monde entier, et notamment ses voisins, une famille asiatique, qui vont lui ouvrir les yeux. Thank you. Get off my lawn. Jusqu'à la sortie, plus récemment, d'American Sniper, Gran Torino était le film de Clint Eastwood ayant rapporté le plus d'argent. C'est assez remarquable quand on pense qu'il l'a tourné en à peine plus d'un mois dans 2 maisons d'une banlieue de Détroit avec des acteurs inconnus. Why can't you people just leave me alone? We brought you some shallots to plant in your garden. I don't want them. Dans ce film, il a réuni des gens qui n'étaient pas des acteurs professionnels. C'est une manière de travailler qu'il affectionne, parce que ça crée une énergie particulière. C'est un risque qu'il prend pour essayer de raconter une histoire différente. Ever notice how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with? That's me. Si on considère qu'Impitoyable est le testament de l'homme sans nom, Gran Torino est celui de l'inspecteur Harry, qui est devenu un vieillard. Et ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il se fait tuer à la fin. C'est une sorte de mort symbolique pour l'acteur Clint Eastwood. Il n'avait plus vraiment envie de jouer. Il continue à réaliser pratiquement un film par an, ce qui est très impressionnant.
Mais en tant qu'acteur, il se passera presque 10 ans avant qu'il réapparaisse dans l'un de ses films. Quand j'ai écrit mon livre, je lui ai demandé s'il comptait continuer à jouer encore longtemps. Et il m'a dit, les rôles pour les octogénaires, ça ne court pas les rues. Mais dans La Mule, il y en avait un. How did you come into all that money? I've become a drug mule for the cartel, and I've got 305 kilos of cocaine sitting right in the back of my truck out there. Ce n'était pas évident pour Clint de trouver une histoire à laquelle il pouvait s'identifier. Mais La Mule est un film très personnel pour lui. Ce personnage a plus de 90 ans. C'est un vieil homme ordinaire. Il a fait de très mauvais choix dans sa vie. C'est un père détestable. Tous les gens qui tenaient à lui ont fini par l'abandonner. Clint Eastwood joue aux côtés de sa propre fille, Allison. Et pour le site IndieWire, c'est son meilleur film depuis plus de 25 ans. Put your hands behind your head and interlace your fingers. This time is all. I can buy anything, but I couldn't buy time. Quand on étudie les personnages de Clint Eastwood au fil des décennies, on remarque qu'ils ont tous un point commun. Ils se retrouvent seuls à la fin du film. L'homme sans nom n'a plus que son cheval et son poncho. L'inspecteur Harry reste ce flic seul contre le monde entier. Et même dans un film aussi romantique que Sur la route de Madison, Meryl Streep et lui ne finissent pas ensemble. Au fond, il reste ce cow-boy solitaire qui s'éloigne dans le soleil couchant. L'héritage de Clint Eastwood, le cinéaste rebelle, perdure. L'homme sans nom a fini par s'en faire un. Il a perfectionné son art bien au-delà de ses espérances grâce à une filmographie inégalable. Il a conquis un public très large et a survécu au propre comme au figuré à tous ceux qui pensaient pouvoir le contrôler. Très peu de gens peuvent se vanter d'avoir eu une telle carrière. C'est très rare de devenir un réalisateur unanimement reconnu en ayant commencé comme acteur dans un western à la télévision. Il a touché à tous les genres et abordé des sujets très divers. Son héritage, c'est l'immense variété de ses films. Ce n'est pas tant que Clint se définit par son travail. Son travail fait partie de lui. Sa manière de travailler évolue sans cesse. Et son talent en est toujours renouvelé. Clint Eastwood ne connaît pas de baisse de régime, il ne s'arrête jamais. Il continue de s'élever. Son style et sa créativité sont sans égal. Il est unique. Personne ne peut se mesurer à lui. Personne n'a accompli autant de chefs-d'œuvre. On ne se souviendra pas de Clint pour une œuvre en particulier, mais pour un grand nombre de films. C'est très impressionnant. S'il y a quelqu'un qui a toutes les raisons d'être blasé et d'avoir envie de passer la main, c'est bien un vétéran du cinéma comme lui. Pourtant, ce n'est pas son cas. Il est toujours resté fidèle à lui-même, pondéré. Il ne cherche pas à impressionner les gens. C'est très rare dans la vie et encore plus dans l'industrie cinématographique. Il a joué dans plus de 70 films, en a réalisé plus de 40, en a produit plus de 45. Il a même composé la musique de plus de 35 d'entre eux. Personne n'arrive à sa hauteur. Même si je ne suis plus dans une relation de travail avec lui, je continue à l'appeler patron. Je crois que je n'ai jamais rencontré personne qui mérite autant ce qualificatif. Pour moi, c'est le boss par excellence.